Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes dans la session de la Convention des territoires 2021 de la SFEN en partenariat avec le GIFEN, session consacrée à la région Tricastin. Après notre table ronde très enrichissante de tout à l'heure sur l'énergie et l'environnement, nous parlons maintenant emploi, formation et innovation. Je vous présente nos intervenants. Cédric Osgui, directeur du CNPE Tricastin. Yann Hilscher, qui représente les associations d'entreprises Atout Tricastin et Cyclium. Jean-Noël Gomez, directeur de la société Ardatem, filiale énergie du groupe Perrier Industrie. Cette table ronde sera introduite dans un instant par Anthony Sellier, député de la 3e circonscription du Gard. Mais voici tout de suite un mot d'accueil, comme d'habitude, du président du groupe régional de la SFEN, Pascal Rouquette. Rebonjour, monsieur Rouquette. Bonjour. Ravi de revenir une deuxième fois. Donc la SFEN remercie ses auditeurs en ligne et remercie ses invités d'avoir accepté de venir parler de ces thèmes-là. La SFEN, ma région, est une région assez complète puisqu'on va retrouver le bas d'Auvergne-Rhône-Alpes avec Romans-sur-Isère, Framatome, Cruas, CNP du Tricastin, les Citeaux d'Orano. On va jusqu'à Malvézy, donc Narbonne, et on n'oublie pas non plus le Gard, avec le centre historique du CEA à Marcoule, mais historique et dynamique par les entreprises qui sont accueillies en plus du centre historique du CEA. Voilà, je vous redonne la parole et bonne conférence. Merci. Merci beaucoup Pascal Rouquette. Anthony Sellier, vous êtes député de la 3e circonscription du Gard et vous nous faites l'amitié d'introduire cette table ronde emploi, formation, innovation. Nous vous écoutons. Effectivement de me donner l'occasion de participer à cette convention des territoires avec la SFEN et l'ensemble des opérateurs de la filière industrielle électronucléaire. C'est un plaisir de participer à cette table ronde, d'autant plus que finalement, hasard des calendriers, j'avais moi-même initié dans le Gard, juste à côté du Tricastin, un rendez-vous avec les présidents directeurs généraux d'EDF, d'Orano et l'administrateur général du CEA le 23 avril, avec un peu plus d'une soixantaine d'élus de la vallée du Rhône, pour justement collectivement se poser les questions, en tout cas les bases d'une réflexion au regard du poids de la filière nucléaire dans notre vallée du Rhône. Et donc ça vient faire écho finalement au thème de votre convention, l'essor des territoires, où on voit très bien que la filière nucléaire, que ce soit par ses grands donneurs d'ordre ou l'écosystème qui la compose de sous-traitants, de TPE, PME, compte dans la dynamique économique de la vallée du Rhône. Je dis volontairement la vallée du Rhône parce qu'elle embarque avec elle 3 régions, 4 départements, le Vaucluse, la Drôme, l'Ardèche et bien évidemment le Gard, la région Auvergne-Rhône-Alpes, la région Occitanie et la région PACA. C'est dire à quel point cette filière nucléaire implantée dans cette vallée du Rhône qui est d'ailleurs à l'image un petit peu de la politique énergétique française. J'aime à le rappeler à chaque fois que j'ai la possibilité de le faire en tant que président du Conseil supérieur de l'Énergie. Mais dans cette vallée du Rhône, vous avez la politique énergétique de notre pays. Des années passées, vous savez que EDF a dû fermer une centrale thermique fuel du côté d'Aramon. Donc pour moi, c'est les énergies fossiles faisant partie désormais du passé et avec lesquelles il va falloir le plus rapidement possible s'en désintoxifier. Et puis les énergies présentes comme les barrages hydroélectriques, bien évidemment la filière électronucléaire, sa recherche, son développement, sa transformation, sa distribution, sa production d'électricité, mais également les panneaux solaires et les éoliennes qui maillent notre fleuve Rhône, qui nous relie tous. Et donc, moi, j'ai l'habitude de dire qu'ici se projette finalement l'avenir de notre pays en matière d'énergie. Et en ce sens, l'énergie nucléaire fait partie, au travers de la loi, par exemple énergie-climat, mais également des textes réglementaires de la PPE ou de la SNBC, fait partie intégrante
de la stratégie énergétique de notre pays pour encore de nombreuses années. Et c'est une bonne chose et il faut le faire savoir parce que elle contribue non seulement à notre pays d'afficher un score d'empreinte carbone bas, et c'est un atout, moi je le vois comme ça, c'est un atout d'abord environnemental, il faut se le dire, et puis c'est un atout économique différenciant en termes de compétitivité, parce que les entreprises françaises bénéficient d'une énergie électrique bas carbone, ce qui fait que si vous le regardez par le prisme de compétitivité européenne ou internationale, euh, et des taxes carbone qui vont voir le jour dans quelques mois aux frontières européennes, eh bien, vous voyez très bien que les entreprises françaises bénéficieront d'un atout compétitif, celui d'afficher pour leurs produits transformés, distribués, transportés, pour leurs services, d'un score carbone plus faible intrinsèquement que nos concurrents européens ou internationaux. C'est quelque chose qu'il faut que nos entreprises aient bien en tête et c'est quelque chose à valoriser et sur lequel la filière, si j'avais un message à lui passer, pourrait comment dire, travailler et mettre en avant. Ces atouts-là de prospective, j'essaye de ne pas être trop long parce que je pourrais en parler pendant des heures, mais ces atouts prospectifs, d'abord avec le bénéfice climatique que ça génère au travers de son empreinte bas carbone, et les atouts en termes de projection dans le temps de la pérennité de la filière nucléaire qui, je voudrais bien le préciser, a particulièrement bien résisté face à une épidémie de Covid qui a soumis nos industries, et je pense notamment à l'aéronautique qui est une filière importante de la région Occitanie, ce virus, cette pandémie qui a considérablement fragilisé certains pans de nos industries. En l'occurrence, la filière nucléaire, elle, a été d'abord au rendez-vous des attendus en déclenchant ces plans de continuité d'activité, mais en plus a résisté. C'est cette colonne vertébrale solide de l'économie liée à notre filière électronucléaire. Je pense aussi qu'il faut que l'on en soit fier finalement et que il faut capitaliser là-dessus. Et ça, c'est aussi un message que j'envoie à la filière parce que ça contribuera à l'attractivité de cette filière. Comme le thème que nous abordons aujourd'hui, c'est l'emploi, la formation et l'innovation, on voit bien que de manière sous-jacente, il y a un public à conquérir, c'est le public de la jeune génération, un public qui se projette dans un avenir, et il faut pouvoir lui envoyer le message que faire le choix de s'inscrire dans de la recherche, du développement, dans de l'ingénierie, dans de la décontamination, dans du démantèlement, dans de la mesure, eh bien c'est se projeter sur un avenir professionnel, pérenne, et c'est sur ça que nous devons travailler. Et là, notre rôle d'élu est bien évidemment important, le rôle de la filière l'est tout autant, mais c'est à nous aussi à prendre en main cet avenir commun pour la filière, ce message à destination des jeunes publics pour assurer finalement, un, la pérennité de cet avenir et deux, la capacité d'avoir un maillage de formation prompt à ne pas subir, j'allais dire, une rupture de compétences et de connaissances. Ce fil de compétences et de connaissances, il existe, il est ténu, et je vais enfoncer un peu des portes ouvertes, mais il tient, et on aura fermé, non pas le cycle, mais fermé l'idée que je voulais mettre en avant, il tient aussi à la politique énergétique de notre pays, et donc à la responsabilité que nous avons, nous, élus de la nation, mais également élus locaux, de se projeter sur un avenir pour notre filière. Donc ça veut dire travailler sur la fermeture du cycle, par exemple, c'est travailler sur le grand carénage, comme peut le faire EDF sur ses réacteurs, c'est travailler sur le moxage des réacteurs de 1300 MW, c'est travailler sur les réacteurs de 4e génération, travailler sur le PR2 ou les SMR. Bref, tous ces signaux qui permettent à toute une génération de se projeter et à toute une filière de pouvoir s'assurer d'un avenir commun, serein, au bénéfice de la stratégie énergétique française et européenne. Très bien. Merci beaucoup, monsieur le député.
Merci pour ce mot d'ouverture. Pascal Rouquette, avant de passer la parole à nos intervenants, j'aimerais revenir vers vous, si vous êtes d'accord, euh, pour que vous nous parliez quand même un petit peu du territoire tricastin et de ce qu'on y trouve dans la filière nucléaire. Je crois que vous avez une carte qu'on a préparée et qu'on va pouvoir... Ah, un petit bout de carte. Le... Vous m'entendez, oui? Oui. Je... Est-ce que je suis à l'antenne? Oui. Oui, on vous entend, monsieur Rouquette. D'accord, donc le Tricastin et Marcoule, je dirais même combat, puisque à l'origine, c'est la présence historique du CEA sur les deux sites. Donc le CA s'est rapatrié, entre guillemets, mais également présent sur Tricastin. Il y a encore des activités importantes. Orano, anciennement Areva, est présent par la monte de la filière. Et évidemment, on est sur une région où on ne peut pas ignorer la présence de Cruas et du CNPE de Tricastin. Il faut juste rappeler que les moyens de production d'électricité dans le sud de la France, que ce soit Occitanie, si on s'arrête avant Toulouse bien sûr, mais Occitanie et PACA sont pratiquement inexistants. En énergie fossile, il y a eu les fermetures des différentes centrales thermiques. Et donc Tricastin alimente et Cruas alimente une bonne partie du sud de la France. Et donc entre l'amont du cycle, la présence d'Orano et la présence du CEA par ces centres de recherche et les centres de production, c'est une région en France qui compte pour la filière et qui pèse également en termes d'emploi et en termes de richesse dans les territoires. Voilà ce que je peux dire. Très bien, merci de ces compléments, monsieur Roquette. Cette table ronde va se dérouler en deux étapes, comme à chaque fois, sur le modèle des précédentes. Nous allons entendre chacun de nos trois intervenants et ensuite, je leur transmettrai les questions, les réflexions que vous aurez posées par écrit dans la fenêtre de conversation. N'hésitez donc pas à contribuer ainsi au débat. Nous commençons avec Cédric Osgui, qui dirige le CNPE de Tricastin, un site très occupé en ce moment par les quatrièmes visites décennales de ces 4 paliers 900 MW, un programme industriel fort qui mobilise des entreprises de toute la région et que tout le monde regarde de très près et avec beaucoup d'attention, puisque ces paliers sont les premiers à passer cet examen qui doit prolonger leur durée d'exploitation de 40 à 50 ans. Cédric Osgui, bonjour, nous vous écoutons. Bonjour, merci pour votre invitation à cette vidéoconférence et cet échange entre nous tous sur le territoire. Alors oui, effectivement, dans le cadre de la politique énergétique et de l'implantation des industriels du territoire, vous savez que le CNPE de Tricastin est un acteur important du sud de la France, un acteur industriel. Donc en quelques chiffres pour être rapide, Tricastin, c'est un site industriel qui regroupe 1400 salariés. Bien sûr, je n'oublie pas en complément tous nos partenaires industriels, qu'ils soient locaux, régionaux ou nationaux, qui travaillent avec nous, que ce soit au quotidien, puisque nous avons en permanence 600 salariés d'entreprises industrielles partenaires sur le CNPE de Tricastin, donc qui travaillent à l'année, et plus environ 1000 salariés en moyenne qui viennent travailler sur l'ensemble de nos tranches pour notamment réaliser nos arrêts de tranches. Nous en avons 4 par an. Donc on a un pôle d'emploi important. Et puis, comme vous l'avez dit, Tricastin est le site du parc nucléaire français, 900 MW, tête de série sur le grand carénage. Donc nous avons un programme industriel qui dure 10 ans, qui a débuté en fin 2017, début 2018, et qui va se prolonger jusqu'en 2028, que l'on appelle le grand carénage, et qui vise à réaliser un volume important de travaux pour pouvoir poursuivre l'exploitation de nos tranches de 40 à 50 ans. Et ce programme industriel, il a 4 pics significatifs, qui sont les 4 visites décennales, les VD4. La VD4 de la tranche 1, qui était la tête de série, s'est passée avec succès en 2019. La VD4 de la tranche 2 est en cours actuellement jusqu'au début du mois de juillet. La VD4 de la tranche 3 aura lieu en 2022 et la VD4 de la tranche 4
en 2024. Donc on a un programme industriel très très important. Quand je cumule le fonctionnement entre guillemets classique opérationnel de la centrale ainsi que le programme industriel grand carénage, on est sur un investissement local sur Tricastin sur 10 ans, c'est-à-dire de 2018 à 2028, qui s'élève à 3,2 milliards d'euros, dont 1,6 milliard d'euros pour le grand carénage. Et ça représente en permanence sur le site de Tricastin plus de 120 entreprises qui sont présentes avec nous. Et parmi ces entreprises et parmi nos salariés, évidemment, on travaille, on s'investit sur le recrutement, le développement des compétences. À titre d'exemple, sur Tricastin, et c'est le même dispositif, ou ce sont les mêmes dispositifs chez nos partenaires industriels, puisque nous partageons nos pratiques entre nous tous. Sur Tricastin, nous avons en permanence 75 alternants de tout niveau, bac plus 2, bac plus 5, pour préparer le renouvellement des acteurs, le renouvellement des générations. Et nous avons aussi dans le territoire des dispositifs de partenariat et de connexion avec les dispositifs de l'éducation nationale notamment. Alors je citerai par exemple le lycée Einstein de Bagnols-sur-Cèze ou le lycée des Catalins de Montélimar, le campus des métiers sensibles du Gard. Il y a un certain nombre de dispositifs avec lesquels nous travaillons pour pouvoir développer des dispositifs de formation, des compétences pour que nos jeunes puissent ensuite, je dirais, prendre la relève sur nos installations et poursuivre l'exploitation bien au-delà de ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà, donc un dispositif d'ancrage territorial fort, beaucoup de renouvellement, beaucoup de partenariats. Je citerai également un dernier chiffre, je ne veux surtout pas vous abreuver de chiffres et je répondrai bien sûr à toutes les questions. Aujourd'hui, les études ou les analyses ou les enquêtes régionales montrent que un site comme Tricastin, et c'est la même chose pour Cruas, si je n'oublie pas nos collègues et amis de Cruas, c'est un site qui fait vivre 12 000 personnes dans le territoire et qui investit plus de 25%, quasiment 30% d'ailleurs aujourd'hui, dans les 5 départements que sont la Drôme, l'Ardèche, le Vaucluse, le Gard et les Bouches-du-Rhône, avec bien sûr des répartitions un peu différentes, et nous travaillons aujourd'hui pour homogénéiser ces investissements dans le territoire. Donc nous inscrivons vraiment sur du long terme avec investissement, développement, embauche pour poursuivre cette exploitation au-delà de 40 ans. Très bien, merci beaucoup Monsieur Ozgui. Bien sûr, vous restez avec nous pour les questions qui vous seront adressées. La parole est maintenant à Yann Hilcher, industriel de la région de Tricastin, qui intervient ici comme représentant de 2 associations d'entreprises, Atout Tricastin et Cyclium. Tous les 2 travaillent notamment sur la ressource en compétences des industries locales et dans le secteur nucléaire. Ce recrutement est une problématique à prendre au sérieux. Le nucléaire souffre de son image fantasmée, les secteurs automobiles et aéronautiques lui font concurrence, mais malgré tout, il semblerait que les perspectives soient en voie d'amélioration. Yann Hilcher, bonjour, nous vous écoutons sur ce thème. Bonjour, donc petite présentation rapide. Donc j'ai la direction d'un bureau d'engineering d'une grosse entreprise nationale qui s'appelle Artelia Industries et je représente à peu près 40 personnes au sein de mon établissement. Je suis ici par rapport à 2 associations, comme vous l'avez dit, donc Atout Tricastin sur la cellule nucléaire, plus précisément, qui représente une vingtaine d'entreprises du bassin du Tricastin sur Pierrelatte, Saint-Paul et Bolène. Et en parallèle, une autre association qui est Cyclium, qui représente une 60aine d'entreprises sur le bassin de Marcoule. Donc par rapport à tout ça, on représente quand même un certain nombre d'emplois au niveau du local par rapport à l'activité spécifiquement nucléaire. L'état de ce que je fais, ce que je veux présenter aujourd'hui, s'appuie sur une enquête qu'on a menée dernièrement avec Cyclium, auquel 45 entreprises de la région ont pu répondre. Et on s'est rendu compte que 67% des entreprises qui ont répondu prévoyaient de recruter sur le trimestre à venir. Ce qui est quand même pas négligeable, on est quand même sur une forte demande de recrutement. Sur le même type d'enquête, nous avions quelques questions complémentaires et nous avons pu noter que 59% des entreprises
qui avaient prévu de recruter au trimestre dernier n'ont pas réussi à honorer leurs embauches et n'ont pas réussi à recruter le personnel dont ils avaient besoin. Ceci pour dire que le besoin en collaborateurs est réellement réel dans le secteur nucléaire au niveau local. Je mettrai quand même quelques bémols parce que dans ces gens qui n'ont pas pu réussir, dans ces entreprises qui n'ont pas réussi à faire leur recrutement au cours du dernier trimestre, on a quelques entreprises qui prévoyaient d'avoir des contrats et qui malheureusement ne les ont pas gagnés, mais ça représente 25% certes des gens qui n'ont pas réussi à recruter. Quelques pourcentages d'entreprises qui avaient prévu de recruter, mais avec des décalages planning. On connaît un petit peu la problématique du nucléaire avec ces plannings qui peuvent un petit peu décaler et du coup les embauches qui sont plutôt des embauches reportées. Mais ce qui est à noter quand même, c'est que 50% des entreprises qui n'ont pas fait leur recrutement nous disent qu'ils n'ont pas fait leur recrutement parce qu'ils n'ont pas trouvé les ressources adéquates dont ils avaient besoin. Donc ça montre encore plus le besoin de ressources et de collaborateurs qu'on peut avoir dans les entreprises du secteur industriel du nucléaire. Si je regarde un petit peu les besoins, si j'entends de temps en temps parler je voudrais travailler dans le nucléaire, comment travailler dans le nucléaire, la première chose que j'ai à dire, c'est que certes, il y a des métiers spécifiques dans le nucléaire, comme la radioprotection ou d'autres, mais que les besoins sont avant tout des métiers très techniques. Alors d'aujourd'hui, nous avons besoin d'ingénieurs, nous avons besoin de techniciens en électricité, en mécanique, en tuyauterie. Nous avons besoin de soudeurs, nous avons besoin d'échafaudeurs. Et j'insiste énormément là-dessus parce que on parle d'emploi du nucléaire, mais nous, ce qu'on constate et ce qu'on a dit dernièrement lors d'un échange avec le CEA pour un livre blanc, c'est que nos besoins étaient avant tout d'avoir des techniciens. On est, en tant qu'entreprise, on se fait fort de faire passer des gens qui avaient un bon bagage technique dans le domaine spécifique du nucléaire, leur apporter un petit peu cette spécificité, mais à titre personnel, un bon ingénieur en procédé, s'il émane de la chimie, à partir du moment où il a les bonnes bases de travail, on saura le faire travailler dans le nucléaire. Et notre problème alors d'aujourd'hui, il est non seulement dans l'activité nucléaire, mais réellement dans le besoin de personnel relativement technique. Et cette formation technique reste relativement importante et elle est un petit peu peut-être un peu oubliée, j'ai l'impression de temps en temps, lorsqu'on parle de formation, et c'est une réalité de tous les jours chez nous. Donc le premier message, il est réellement là, et j'incite tous nos jeunes à faire des formations techniques d'électriciens, des bac plus 2, bac plus 5, et après on travaillera sur la couche nucléaire. Si je regarde un petit peu les problématiques, et j'ai entendu M. Cellier et M. Rouquette en parler, les problématiques d'emploi qu'on peut avoir à l'heure d'aujourd'hui, c'est que l'image du nucléaire n'est pas forcément une très très bonne image écologique, et auprès de nos jeunes, je trouve que c'est pas forcément une très bonne image. Je me souviens, n'a pas forcément une très bonne image. Je me souviens d'un échange sur un forum à Marseille où quand on a commencé à parler de recruter sur l'industrie nucléaire, grosso modo, les jeunes ingénieurs avaient tendance plutôt à nous tourner le dos, avec une préférence pour l'aéronautique, pour l'automobile, et le nucléaire les rendait pas forcément intéressants. Alors c'est vrai que les réacteurs de nouvelle génération, les SMR, peuvent être un petit peu plus attrayantes avec des nouvelles technologies, plutôt que d'avoir des réacteurs avec des usines vieillissantes. Ça peut apporter un plus. Et puis, comme vous l'avez dit en introduction, les évolutions et la crise de l'aéronautique et même de l'automobile, la crise de l'aéronautique étant arrivée avant le Covid, avec les problèmes de Boeing, et la crise de l'automobile font que on voit quand même de plus en plus de jeunes ingénieurs qui répondent à nos appels d'offres. Il y a encore 2-3 ans, on avait, dès qu'on voulait recruter des ingénieurs, c'était très très difficile vis-à-vis de ces secteurs d'activité beaucoup plus attrayants. On voit que ça commence un petit peu à bouger, et j'en ai discuté avec différents adhérents de Cyclium et d'Atoutricastin, et franchement c'est pas un ressenti unique, c'est un ressenti par l'ensemble des personnes, et ça, je trouve que ça va dans le bon sens pour notre secteur. Reste ensuite une problématique qui est réelle, c'est l'attractivité de la région. Alors le sud, toujours très prisé, et il n'y a pas de souci par rapport à la météo qu'on peut avoir, et on le voit encore aujourd'hui, mais
on fait pas partie des grandes agglomérations. Moi, je constate parfois, et ça m'arrive même assez souvent, à demander si les gens ont le permis de conduire. Quand on habite dans une grande ville, souvent, même si on a 22 ou 23 ans, qu'on sort d'une école d'ingénieur, ben, on prend les transports en commun, on s'organise comme on peut, et il faut savoir qu'ici, on n'a pas tout à fait les mêmes commodités au niveau médical. Et ça, c'est pas forcément un atout pour attirer les jeunes qui veulent venir dans notre région. Donc un double travail qui est réellement le travail, mettons en avant l'activité nucléaire avec justement en leur montrant qu'on n'est pas que sur des unités vieillissantes, mais on est aussi sur des programmes de recherche et développement fort intéressants. Et puis travaillons sur notre région et sachant la faire vivre, mais ça, je pense que Monsieur Cellier saura très très bien le faire. Alors là, c'est pareil au niveau de la région. Je dirais que le confinement change encore un peu la donne. On a un peu l'impression que les gens des grandes villes ont une envie de se retrouver un petit peu sortis de ces agglomérations. Pour l'instant, on n'en ressent pas tout à fait quand même les effets à ce jour. Donc, si je dois faire quelques mots de conclusion, je dirais que les entreprises du nucléaire, de l'activité nucléaire et du bassin ont besoin de collaborateurs et rencontrent toujours des difficultés pour recruter et des difficultés notamment sur les compétences techniques. J'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est réellement là où le bas blesse. Moi, je regarde pas forcément si la personne a déjà fait du nucléaire, je regarde ce qu'il a fait au niveau technique et c'est pas forcément c'est là où je bloque un petit peu pour mes recrutements. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Monsieur Hitchert, c'est très clair. Vous aussi, évidemment, vous restez avec nous. Il y a déjà des questions qui arrivent pour vous. Je vous les poserai dans un petit instant. Pour l'instant, la parole est à Jean-Noël Gomez, directeur de la société Ardatem, une filiale énergie du groupe Gérard Perrier Industrie. Ardatem travaille à 80% pour le secteur nucléaire comme prestataire de services et ingénierie. Depuis plus de 10 ans, Ardatem a choisi de se développer en développant ses ressources en compétences et du coup en créant son centre de formation maison. C'est très efficace et ça leur permet même d'aller sur de nouveaux secteurs et Jean-Noël Gomez nous en parle. Bonjour Monsieur Gomez. Bonjour, merci, je crois que vous avez presque tout dit. Donc je me présente Jean-Noël Gomez, directeur de la société Ardatem, donc société qui est bien ancrée dans le territoire. Et Ardatem, ça signifie Ardèche Application Technique d'électricité et de mesure. Donc c'est une entreprise qui est née dans les années 80 sur le bassin du Tricastin. Donc j'y suis moi-même entré en tant qu'ingénieur à 24 ans dans les années 90 et donc participé au développement de cette entreprise. Et connu donc une forte expansion, hein, puisque Ardatem à cette époque-là comptait environ 50 salariés. Aujourd'hui, c'est 1000 personnes qui sont réparties sur l'ensemble des sites nucléaires et plus généralement des sites de production d'énergie. Donc très très fort développement sur les 20 dernières années et qui se poursuit actuellement. Alors, bien évidemment, grâce aussi à la visibilité que nous donnent nos clients, et les clients ce sont les centres de recherche, les centres de production, les centres de retraitement, et donc visibilité sur des marchés pluriannuels qui nous permettent d'investir et donc d'anticiper l'avenir. Donc je vais principalement faire un focus aujourd'hui sur notre académie de métier que nous avons créée au début des années 2010, académie de métier qui forme des techniciens et des ingénieurs dans différents domaines et différentes spécialités, donc avec des cursus qui peuvent durer de 12 à 18 mois, qui s'adressent à des bacs plus 2, des bacs plus 3, des bacs plus 5, des cursus qui sont diversifiés avec des spécialités qui touchent à l'automatisme, l'électricité, la régulation, les essais, mais aussi la mécanique, donc des activités plutôt multimétiers, sachant que notre société intègre deux grands pôles d'activité. Un premier pôle qui est centré sur l'installation et la maintenance, c'est plutôt dans le domaine électricité, automatisme, contrôle-commande. Et un autre pôle qui lui intègre plutôt des activités d'ingénierie et d'études. Donc deux pôles équilibrés d'environ 500 personnes sur chacun des pôles. Donc ces deux pôles sont en forte croissance et donc nécessitent l'apport de personnes compétentes, mais aussi bien formées, acculturées et préparées
je dirais, aux exigences du secteur nucléaire. Donc l'objectif est bien de permettre d'embaucher des nouveaux intervenants, de bien les former, mais également de développer les compétences des plus expérimentés qui sont en perpétuelle évolution, et aussi de les préparer et les entraîner au plus près de nos chantiers vis-à-vis d'activités qui peuvent être jugées comme sensibles. Donc, sur ce centre de formation qui est baptisé ANTA, Académie du nucléaire et des techniques appliquées, si je puis dire, deux voies ou deux pôles de formation. Un pôle de formation continue des expérimentés qui peut déployer des modules de formation qui vont de quelques jours à quelques semaines, et puis un pôle de formation sur les nouveaux arrivants. Et donc ce centre de formation donne de très très bons résultats. C'est un centre qui existe aujourd'hui depuis une quinzaine d'années. Donc nous y intégrons environ 50 à 60 alternants chaque année sur des promotions qui sont dimensionnées autour de 8 à 10 personnes. Et aujourd'hui, je dirais les personnes qui sont issues de cette alternance, ce qu'on appelle l'alternance maison, représentent plus de 30% de l'effectif global de la société Ardatem, avec aussi un point très important, un taux de fidélisation qui est nettement augmenté par le fait que les personnes se sont formées et se sont bien intégrées dans l'entreprise. Donc, je voulais effectivement parler de ce centre, puisque c'est ce qui caractérise principalement notre investissement autour de la formation et plus largement la professionnalisation de nos techniciens et de nos ingénieurs, mais c'est ce qui aussi permet d'exporter ces compétences du nucléaire vers d'autres secteurs, puisque notre société, depuis quelques années, s'est développée dans d'autres secteurs, que sont notamment le secteur militaire, la défense ou la navale, où je dirais que, au-delà des compétences techniques, ce qui intéresse ces clients, c'est avant tout la rigueur, la méthode, et puis, je dirais, une certaine culture qui permet de bien préparer les interventions et puis de réussir ce qu'on appelle, dans notre jargon, du premier coup. Donc, voilà, au-delà de ce que disait notre présentateur, effectivement, un taux d'activité assez fort pour le secteur de l'énergie et du nucléaire, à 80%, mais qui s'exporte aujourd'hui sur d'autres secteurs avec succès. Donc, voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, et s'il y a des questions autour de cet aspect-là qui concerne plus particulièrement la formation des jeunes ou des moins jeunes, hein, parce que nos formations s'adressent à différents publics, je serais très très intéressé d'y répondre. Merci Monsieur Gomez. Effectivement, il y a des questions qui arrivent. Je vais peut-être en poser une première à Monsieur Ossegui qui a débuté cette table ronde. Il a parlé un peu de l'écosystème avec les entreprises locales, peut-être un peu moins de recrutement. Monsieur Hitcher et Monsieur Gomez ont parlé de sourcing, de trouver des compétences en les recrutant, en les attirant, en les formant. On en verra un petit peu plus tout à l'heure. Monsieur Ossegui, est-ce que le cycle de VD4 qui s'est ouvert en 2019 et qui se poursuit encore, et puis au-delà les investissements et les chantiers du grand carénage qui vous concernent, ont entraîné, sont encore en train d'entraîner un recrutement de quel type de profil, et comment vous faites pour recruter? Alors oui, chaque année nous recrutons et nous continuons à recruter. Alors il y a à la fois du recrutement pour renouveler les générations de nos équipes d'exploitation. Alors quand je dis exploitation, ça concerne le fonctionnement du CNPE, que ce soit les équipes de conduite, les équipes de maintenance, de logistique, donc tous les métiers. À titre d'exemple, nous avons renouvelé entre 2009 et 2015 50% de l'effectif du CNPE. Concernant l'exploitation du CNPE, nous recrutons toujours dans une moindre mesure puisque les générations ont été grandement renouvelées. Et par rapport à votre question sur le grand carré, à titre d'exemple, sur une VD4, 400 personnes supplémentaires du groupe EDF qui viennent travailler sur Tricastin. Parmi ces personnes-là, il y a quelques personnes recrutées, quelques dizaines au sein du CNPE. Il y a aussi beaucoup
de personnes qui ont été recrutées dans les centres d'ingénierie, notamment un centre que l'on appelle la DIP2 à Marseille, qui est un centre d'ingénierie nucléaire basé à Marseille. Donc oui, il y a des recrutements internes EDF pour pouvoir poursuivre nos activités du grand carénage. Et à titre d'exemple également, sur une VD4, je disais tout à l'heure qu'il y avait en complément de nos équipes 5000 intervenants, donc beaucoup de recrutements sont réalisés aussi dans nos entreprises partenaires, ce qui représente quand même plusieurs dizaines de personnes par an. Et on a également un dispositif propre de formation interne, de développement de compétences sur la centrale, puisque quand on recrute des jeunes, quel que soit leur niveau de formation, il faut quand même compléter cette formation pour s'adapter à nos installations, par exemple développer des connaissances et des compétences de sûreté ou de radioprotection. Donc nous avons sur la centrale un campus formation de 4000 m² avec 70 formateurs à temps plein pour pouvoir enseigner ces connaissances théoriques, mais également des activités d'entraînement, des activités pratiques pour réaliser les interventions sur l'installation. Donc Tricastin, c'est un site qui continue à embaucher. On était sur une moyenne de 75 embauches par an de 2010 à 2017 environ. Aujourd'hui, on est plutôt sur une moyenne de 30 embauches et on continue, comme je le disais tout à l'heure, à avoir un panel de 75 à 80 alternants en permanence sur la centrale. Et chaque année, nous embauchons 40% de nos alternants. Et les 60 autres pourcents, donc ceux qui sont en fin de cursus, qui arrivent sur le marché du travail, sont embauchés par nos entreprises partenaires industriels du secteur, notamment régional. Donc, j'insiste un peu sur ce dispositif de formation parce que j'y crois vraiment. C'est un vrai dispositif de développement de compétences, d'évaluation, de mise en situation. C'est un vrai dispositif gagnant-gagnant et on a quasiment, à quelques très rares exceptions près, 100% de réussite sur ce type de parcours. Mais peut-être pour remonter encore plus en amont, parce que je crois qu'on est tous, en tout cas on est nombreux à être ici persuadés de la pertinence de l'alternance, mais quand vous nous dites que voilà, vous faites une embauche de 700 personnes en 5-6 ans ou 70 personnes par an voilà, sur certaines années, hors mobilité interne, on comprend bien qu'il y a des gens, vous êtes dans une très grande maison, et chez EDF, et même la direction du nucléaire est elle-même une très grande maison, hors mobilité interne, vous avez quand même la capacité d'attirer des jeunes qui arrivent en alternance chez vous. Est-ce que vous sentez-vous une certaine difficulté à les attirer, à les faire rentrer dans un CNPE, à leur expliquer qu'ils vont travailler dans un milieu avec des contraintes de sûreté par rapport à d'autres secteurs qui pourraient paraître plus attirants? Comment vous faites? C'est quoi votre recette? Alors, on a aujourd'hui 3 à 4 fois plus de demandes que de places proposées. Par contre, il est vrai, un peu en phase avec ce que disait mon collègue d'Ardatem, que ces dernières années, le volume de candidats a plutôt baissé, d'environ 20%, 20-25%. Maintenant, pour être tout à fait honnête, EDF, c'est une entreprise qui attire, le nucléaire, c'est une filière, je dirais, pérenne et qui a de l'avenir dans le cadre du mix énergétique. Donc, on a toujours en moyenne 3 fois plus de candidats que de places offertes. Par contre, on est bien sûr vigilant parce que quel que soit le volume de candidats, il faut qu'on puisse apporter de la visibilité aux jeunes que nous embauchons. Donc on accorde beaucoup de place, je parlais bien sûr de l'alternance, mais pas uniquement, on accorde beaucoup de place à la visibilité long terme des parcours. Et chez EDF, que ce soit Tricastin ou plus généralement au sein de la filière nucléaire, on a une politique de mobilité géographique pour pouvoir donc développer des parcours professionnels, mais également en interne, une visibilité sur des parcours professionnels basés sur des expériences différentes sur le plan fonctionnel, c'est-à-dire qu'on peut recruter un jeune pour être technicien maintenance ou ingénieur sûreté et les faire évoluer sur d'autres métiers sur plusieurs années au sein de la filière nucléaire. Donc c'est aussi un facteur d'attractivité important d'avoir cette visibilité sur les parcours professionnels. Très bien, ça fait plaisir à entendre. Merci beaucoup. Une question pour Monsieur Hilscher, peut-être à tout Tricastin et Cyclium. Dites-nous un petit mot sur les autres industries de la région. Est-ce que vous avez des échanges avec elles? Est-ce que vous avez des synergies? Alors, je crois qu'il y a une de ces entreprises, une de ces associations qui est sur le nucléaire et une de ces associations qui est, elle, sur le dynamisme industriel. Donc, vous êtes vraiment au carrefour. Vous êtes au carrefour des deux.
Voilà, c'est vrai. Donc, juste pour recadrer, Cyclium est réellement dédié et tous les membres sont des acteurs du nucléaire, pas que, mais pour la plupart des membres sont en local des entreprises qui font 75% de leur chiffre dans l'activité nucléaire. Sur Atout Tricastin, c'est un petit peu moins vrai, puisque on est une centaine d'adhérents, dont seulement une vingtaine sont liés au secteur du nucléaire. Mais après, ce n'est pas que du secteur industriel, c'est aussi du secteur de tout ce qui est agriculture, BTP et toutes ces choses-là. J'avoue que la question que vous me posez, elle m'ennuie un petit peu parce que je me suis énormément concentré ces derniers temps sur cette activité nucléaire, puisqu'à titre personnel, je m'occupe de cette activité au sein de mon entreprise, pas que pour le local, mais aussi au niveau national. Et les autres industries, à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, j'ai peu de connaissances sur le sujet au niveau du bassin. Mais voilà, je suis désolé de Pas de souci. pas pouvoir vous répondre correctement. Monsieur Gomez, revenons à votre académie de métier. Quelles sont les méthodes de sélection? Comment est-ce qu'on peut rentrer chez vous? Alors, il y a plusieurs voies sont possibles. Je dirais que globalement, il y a aujourd'hui une communication élargie à travers les moyens modernes, les réseaux sociaux, sur lesquels les plus jeunes générations sont particulièrement, je dirais, en contact avec ces moyens de communication. Donc c'est une voie, mais globalement, il y a aussi beaucoup de candidatures qui nous arrivent par le réseau je dirais, local et régional, par rapport à une société qui est en croissance et donc qui est attractive. Donc il y a beaucoup de candidatures qui arrivent spontanément. Donc un gros travail par contre de sélection. C'est très important de passer du temps parce que l'industrie du nucléaire est une industrie qui permet de faire carrière, qui est très intéressante, et moi-même j'ai fait carrière dans cette industrie. Ceci dit, il y a aussi un certain nombre d'exigences et de contraintes qu'il faut comprendre. Et donc tous les profils ne sont pas totalement adaptés à ces exigences. Donc il y a du temps, il y a de l'énergie qui est passée justement pour expliquer à la fois je dirais les opportunités, les potentialités d'évolution et puis les exigences aussi. Donc, nous nous rendons également dans les écoles, que ce soit des écoles régionales ou ici dans la vallée du Rhône ou sur les autres régions, pour promouvoir le nucléaire, rassurer et puis aussi faire connaître les perspectives qui sont des perspectives sur des décennies. Et donc, je dirais, c'est le cumul de différentes voies, réseaux sociaux, réseau local, lien avec les écoles, et puis je dirais aussi sur Ardatem, chaque manager est acteur du recrutement, c'est-à-dire que au lieu d'avoir des business plans en chiffre d'affaires, nos managers ont des business plans en recrutement et formation, et c'est le cœur de leur préoccupation. J'ai une question qui m'arrive. Est-ce que vous arrivez à attirer des candidats d'autres régions que celles de Tricastin ou du Sud-Est? Oui, tout à fait. Alors, Ardatem est intégré aujourd'hui dans un groupe qui s'appelle le groupe Gérard Perrier Industrie. Hein. Donc, c'est un groupe qui représente environ un peu plus de 2000 personnes. Donc, il y a déjà une connaissance de ce groupe, donc des candidatures qui nous arrivent via les services RH du groupe de toutes je dirais, de tout azimut, à toutes les régions de France. Et puis Ardatem s'est structuré depuis déjà une quinzaine d'années avec des agences régionales. Donc la société est née à Bourg-Saint-Andéol, c'est dans les années 80, mais s'est développée par la suite avec des agences qui couvrent tout le territoire et même au-delà, puisqu'aujourd'hui Ardatem s'exporte vers l'Angleterre et demain vers d'autres destinations, probablement vers l'Inde si les EPR sont signés dans quelques temps. Donc, je dirais globalement, les candidatures arrivent de toutes les régions de France et de plus en plus, effectivement, avec une nécessité de mobilité par rapport à nos activités. Donc, effectivement, le recrutement est totalement national.
Très bien. Sur le bassin du Tricastin, bien entendu il y a une certaine demande de sédentarité par rapport à, je dirais, aux bienfaits de cette région que l'on connaît bien. Donc les sudistes sont peut-être un peu plus sédentaires et un petit peu moins mobiles. Il y a peut-être plus de mobilité dans l'autre sens. Très bien. Un mot pour Monsieur Ossegui. Comment est organisée la formation et le transfert de connaissances des équipes qui vont prendre en charge le pilotage des réacteurs dont la durée de vie a été prolongée? Transfert de connaissances. Vous parliez tout à l'heure de 700 personnes, de la moitié de... Hein, c'est ça, redites le chiffre. La moitié du CNPE a été renouvelée en quelques années? Oui, oui, tout à fait. On a renouvelé la moitié des salariés entre 2009 et 2016. Alors pour répondre à votre question, sur l'ensemble des salariés, on a environ 300 personnes qui pilotent les réacteurs au sein de notre service conduite. Je dirais qu'il y ait poursuite de l'exploitation ou pas, il y a exploitation tout court. Et donc, comment se passe la formation? Elle est assez standardisée selon les métiers. Donc, il y a plusieurs métiers au sein de la conduite, des techniciens qui vont réaliser des interventions sur le terrain, il y a des opérateurs conduite en salle de commande, il y a l'encadrement des équipes de conduite, donc des équipes de car. Il y a d'abord une formation initiale très technique avec beaucoup de bases techniques de sûreté, de phénomènes physiques, voilà, de mécanique des fluides, thermiques, etc., qui sont enseignés. Il y a aussi des formations très techniques propres à nos installations, comme par exemple la régulation et le suivi automatique de nos systèmes de fonctionnement et de production et de sûreté. Donc il y a tout un parcours qui dure plusieurs années d'ailleurs, entre 2 et 3 ans, voire un peu plus sur certains postes pour être habilités, puisque nous fonctionnons par habilitation, c'est-à-dire par des mises en situation pratiques des connaissances théoriques et des évaluations sur simulateurs notamment ou sur des chantiers maquettes qui regroupent des installations techniques, hein, comme par exemple des armoires électriques, des vannes mécaniques, des lignages à réaliser. Et puis il y a tout au long de la carrière, de façon périodique, des recyclages de formation, puisqu'en fait nous renouvelons périodiquement, en gros par période de 2 à 3 ans, les habilitations pour pouvoir exploiter les réacteurs en toute sûreté. Et puis il y a une variante complémentaire, notamment dans le cadre du grand carénage, c'est que nous sommes amenés à réaliser des modifications sur l'installation, ce qui fait que pour l'exploitant, notamment si je zoome pour les équipes de conduite, il y a de nouveaux systèmes qui sont déployés sur l'installation, et donc pour la conduite et la surveillance de l'installation, il y a de nouvelles activités, de nouvelles technologies à maîtriser. Donc il y a des formations complémentaires qui viennent se greffer, je dirais, sur le portefeuille historique et qui rentrent dans le dispositif de formation au sein de notre campus formation dont je parlais tout à l'heure. Et nous avons un simulateur qui représente une salle de commande à l'échelle 1 et qui permet de simuler toutes les situations d'exploitation normale, voire perturbées, auxquelles doivent faire face les équipes de conduite, et donc ils s'entraînent pour ce faire. Très bien. Une question qui s'adresse aussi à vous, Monsieur Ossegui, mais qui n'a rien à voir, mais bon, c'est toujours intéressant. Est-ce que on a un retour d'expérience industrielle sur le premier chantier du grand carénage au Tricastin? Alors oui, la première visite décennale s'est terminée fin 2019. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le grand carénage sur chacune de nos tranches représente 5 ans de travaux. Et le pic étant la visite décennale. Ce qui veut dire que sur la tranche 1, qui est la première tranche à avoir déployé des modifications du grand carénage, les travaux ne sont pas terminés. Par contre, nous avons intégré le retour d'expérience de la visite décennale de la VD4 qui a eu lieu sur la tranche 1 en 2019. Nous l'avons intégré sur la visite décennale de la tranche 2 qui est en cours. Alors en fait, le retour d'expérience, c'est un retour d'expérience qui est basé sur le retour d'expérience de la préparation, de l'organisation de nos activités, le retour d'expérience de l'intégration des modifications ou de l'intégration, de la réalisation des activités de maintenance sur l'installation. Et ces différents domaines font l'objet d'un bilan qui a été réalisé début 2020, au premier semestre 2020, donc qui est à la fois un bilan sur l'organisation, sur le pilotage, sur l'intégration des activités techniques, sur les formations aussi, puisqu'en fait notre personnel d'exploitation, notamment de conduite, a été formé pour exploiter
la tranche 1 en mode 4e génération VD4. Donc il y a eu un gros retour d'expérience qui a été fait début 2020 et ensuite ce retour d'expérience il est itératif puisque chaque jour d'exploitation nous amène de l'expérience au sein de nos équipes, nous amène du retour d'expérience à compléter. Donc ensuite on rentre dans notre dispositif d'amélioration continue. Je dirais standard puisque les VD4 s'inscrivent dans l'exploitation standard du CNPE. Et est-ce que, Monsieur Ozgui, comme je le disais en introduction, vous ressentez une certaine pression, en tout cas le regard de beaucoup de structures qui regardent cette première VD4 avec attention, parce qu'évidemment, elle va servir de référence et d'expérience pour la quelques trentaine d'autres VD4 du même type. Il y a toujours une forme de pression lorsqu'on est, je dirais, chargé de mener à bien un très gros chantier industriel et humain qui dure plusieurs années en termes de préparation et 6 mois en termes de réalisation. Mais plus que de pression, si vous allez aujourd'hui interviewer les équipes sur Tricastin, et j'entends les équipes au sens large, donc les équipes de la centrale et de nos partenaires prestataires, il y a une vraie fierté d'avoir mené à bien en 2019 finalement un chantier entre guillemets un peu pionnier qu'on appelle dans le jargon tête de série, puisque en fait le volume de modifications sur la tranche 1 en 2019 pour rehausser le niveau de sûreté de la tranche correspondait, je dirais, pour les plus anciens dans nos équipes, à l'euphorie, au bon sens du terme, d'une phase de redémarrage et de démarrage du parc nucléaire. Donc il y avait un esprit pionnier, un esprit fédérateur, il y a eu une très forte coopération. Et c'est plutôt sous l'aspect challenge industriel et humain qu'on a pris les choses. Et je pense que c'est ce qui ressort du retour d'expérience que l'on a mené avec l'ensemble des métiers et des centres d'ingénierie et de nos partenaires industriels et que l'on a transmis à nos collègues des autres CNPE. Je pense en particulier à Gravelines, Dampierre, qui réaliseront très, très bientôt en 2021 leur première VD4. Très bien. Merci, Monsieur Ozgui. On sent que le téléphone doit circuler entre directeurs de CNPE à ce sujet. Voilà, vous en parlez beaucoup. Oui, alors le vive-voix, entre guillemets, circule beaucoup. Le téléphone, les mails, les séminaires, alors évidemment, qui ont été un peu modifiés ces derniers temps compte tenu de la crise sanitaire. On est beaucoup plus en visioconférence, en distanciel, mais il y a beaucoup d'échanges entre équipes, beaucoup d'immersion des équipes des autres CNPE sur Tricastin, qui sont venus nous aider pour relever ce défi en 2019, qui sont repartis sur leur site avec l'expérience acquise sur Tricastin. Et puis nous avons aussi, parmi nos salariés, parmi les centres d'ingénierie, des équipes qui vont appuyer ou qui vont également en immersion sur les autres CNPE dont j'ai parlé pour pouvoir les aider à préparer leurs activités. Donc il y a un partage, je dirais un pontage quasi permanent chaque semaine entre les différents sites et les centres d'ingénierie. Vous avez abordé le sujet, on peut en dire un mot. La crise sanitaire impacte encore les chantiers du grand carénage, la VD4, les VD4. Donc la crise sanitaire, elle nous a obligés à nous adapter dès le premier confinement au printemps 2020, et je dois dire que toutes les équipes et toutes les entreprises ont répondu présent. Alors il a fallu s'adapter, bien sûr avec les mesures sanitaires, les gestes barrières que tout le monde connaît maintenant. Nous avons mis en place des organisations un peu différentes en 2020, notamment par exemple, pour être concret, certaines équipes d'entreprises ou internes au site qui travaillaient à la journée sont passées en 2-8 pour pouvoir lisser les chantiers, donc lisser le nombre de personnes présentes au même moment sur un endroit précis de l'installation. Nous avons lissé les zones d'affluence forte, par exemple l'entrée du site le matin, la gestion des flux sur les espaces de restauration. Donc il y a eu une grosse adaptation qui a été menée. Il a fallu nous adapter en 2020, ce qui a un peu ralenti nos activités, mais il y a eu une très très forte mobilisation pour mener à bien nos arrêts de tranche en 2020. Et le retour d'expérience qui a été mené fait qu'aujourd'hui, sur la VD4 de la tranche 2, je dirais que nous sommes collectivement rodés à cette situation sanitaire et nous n'avons aujourd'hui, après 2 mois d'arrêt sur la tranche 2, pas de retard sur notre planning. Mais c'est vraiment parce que tout le monde y met du sien et qu'il y a eu beaucoup d'adaptation d'organisation, beaucoup de mobilisation et beaucoup de présence de nos partenaires prestataires. Et je pense beaucoup à eux parce que un certain nombre d'entre eux, même s'ils sont régionaux ou locaux et bien sûr nationaux, sont en déplacement, donc doivent pouvoir se loger, se nourrir dans le territoire. Donc nous avons mené avec eux et avec
les élus et les chambres de commerce du territoire des dispositifs d'aménagement, dans des hôtels, des campings, etc. Donc il y a une très forte mobilisation du territoire pour pouvoir accueillir dans de bonnes conditions tous les salariés sur Tricastin. Et nous avons eu finalement, heureusement, je touche du bois, c'est tant mieux, assez peu de cas positifs et de cas contacts, et surtout aucun cas grave et aucun cas hospitalisé depuis le début de la crise sanitaire. Et ça, je m'en réjouis vraiment parce que c'est quand même la priorité, la santé de tout le monde sur la centrale. Très bien, merci beaucoup Monsieur Osgui. Restez encore avec nous parce que même si l'heure tourne, j'ai encore quelques questions pour vous. Je voudrais revenir peut-être avec Monsieur Hilscher sur ces questions de crise sanitaire. Yann Hilscher, parmi vos adhérentes à tout Tricastin, de Cyclium, parmi le réseau que vous avez, est-ce que vous pouvez nous dire si les entreprises de la filière nucléaire sont impactées, ont été impactées, sont encore impactées par la crise sanitaire, soit qu'elles l'aient subie chez elles, soit que leurs partenaires aient été ralentis? Alors, au niveau de la crise sanitaire par rapport aux entreprises du secteur d'activité, on notera un petit peu une différence, je dirais, entre EDF, Orano et le CEA. La différence, elle étant essentiellement par rapport à deux entités qui sont plutôt des entités de production et le CEA qui est plutôt une entité de recherche avec des plannings qui sont un petit peu différents. Sur Orano et Tricastin, on a senti très peu de ralentissement finalement, une organisation qui s'est mise en place relativement vite. Sur Orano, on a même manqué à un moment donné de main-d'œuvre pour répondre à toute la planification, notamment sur la création la finalisation de l'usine Philippe Coste. Et on a réellement senti ce besoin de main-d'œuvre complémentaire. On n'a pas du tout senti de ralentissement, juste peut-être un mois, le temps de mettre tout ça en place. Sur le CEA, ça a été un petit peu plus long à se mettre en place, avec quelques éléments un petit peu particuliers, un ralentissement qui a duré peut-être 3 mois, et ensuite une remise en place du système. Mais je dois dire que depuis début juin, l'activité est redevenue à la normale, avec des mises en place de mesures sanitaires sur lesquelles on s'est assez bien adapté finalement. On a appris à travailler un petit peu différemment de ce qu'on faisait avant, mais je crois que tout le monde a très bien su le faire, hein. Dans toutes les entreprises, on a su réagir et aider par les gros donneurs d'ordre. Et finalement, comme ça a été dit précédemment, je pense que on n'a pas du tout ressenti l'activité sur les secondes et troisième vagues. Moi, je dois dire à titre personnel que depuis le mois de juin, j'ai une activité qui est quasiment normale par rapport aux années précédentes. Et je crois que c'est à peu près tout le monde pareil. On faisait une enquête sur le nombre d'activités partielles au sein des entreprises du nucléaire. Et je dois dire, à part des cas plutôt pour protéger la santé du personnel, on n'a pas franchement de sous-activité dans ce milieu-là. Voilà, ça a été, je dirais, avril-mai 2020 et c'est tout. Et encore très mitigé. Très bien. Bon, merci de ces bonnes nouvelles. Yann Hilscher, puisque vous avez la parole, on me demande comment on peut rejoindre à tout Tricastin ou Cyclium. Quel peut être l'intérêt pour les entreprises de rejoindre ces deux associations? Alors, ces deux associations ont deux intérêts. Et puis de quoi vous avez besoin aussi? Alors, on a deux intérêts. C'est vraiment des associations de partage et de communication. On est là pour déjà pouvoir discuter un petit peu de manière différente avec les gros donneurs d'ordre. Il est évident que certaines petites sociétés locales n'ont pas forcément de facilité à comprendre comment fonctionne Orano, comment fonctionne EDF. Et là-dessus, on peut réellement travailler tous ensemble sur ce sujet-là. Et ensuite, on fait des groupes de travail. Donc, des groupes de travail sur lesquels on va partager nos savoir-faire, partager un petit peu toutes les spécificités du métier du nucléaire. On va prendre un exemple, puisque ça avait lieu dans la semaine. Dans le cadre de Cyclium, il y a un groupe de travail sur tout ce qui va être qualité et suivi de qualité avec les nouvelles normes isonucléaires qui arrivent, avec les spécificités de certains de nos donneurs d'ordre. Donc, on travaille tous ensemble, les entreprises, pour essayer de mieux apprendre et de mieux comprendre un peu ce que nous demandent nos clients, et puis partager aussi avec nos clients. On a pu faire avec certains des échanges sur
la simplification des procédures, sur des choses comme ça. On essaie d'avoir réellement une collaboration avec les gros donneurs d'ordre et tous ensemble avec une réflexion sur différentes thématiques. Ça a été une réflexion sur les thématiques des EPI, ça a été une réflexion sur les thématiques, comme vous l'avez dit, comme je l'ai dit, de la qualité. Ça va être une réflexion sur la radioprotection. Donc c'est vraiment un partage tous ensemble et d'essayer entre entreprises et un partage avec les donneurs d'ordre pour essayer de simplifier. Alors quand je dis simplifier, attention, tout en restant dans le cadre, dans les règles, mais essayer de trouver les points d'amélioration permanents qu'on peut discuter entre nous et avec l'activité nucléaire et avec les gros donneurs d'ordre de l'activité nucléaire. Donc ça, c'est vraiment l'atout majeur de ces deux associations. Et la deuxième, c'est aussi quand même un partage et de trouver des partenaires pour pouvoir travailler ensemble, répondre ensemble sur des appels d'offres. Moi, depuis que je suis dans ces associations, j'ai un regard un petit peu différent sur mes confrères et du coup, on répond de plus en plus en groupement au lieu de répondre tout seul pour compléter un petit peu nos compétences les uns et les autres. Très bien. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Il suffira de tapoter à Tricastin ou Cyclium sur Internet et on trouvera, j'imagine, toutes les entrées. Tout à fait. Il n'y a pas de souci. Jean-Noël Gomez, on me demande si votre centre de formation est soutenu par les instances habituelles qui soutiennent notamment les centres de formation par formation continue ou alternance, la région, l'académie locale, etc. Oui, alors je ne vais pas vous dire non. Hein, il y a un certain nombre d'aides et de prises en charge dans le cadre de la formation qui existent de manière générale et qui soutiennent un petit peu tous les efforts, mais le plus gros de l'effort est pris sur l'entreprise, parce qu'en réalité c'est un centre de formation qui a été financé entièrement par nos propres moyens, et puis les formateurs sont issus, ce sont nos meilleurs experts, en fin de compte, ce sont des personnes qui ont un savoir technique, mais qui ont plusieurs années d'expérience sur le terrain. Donc il y a un soutien bien évidemment à la fois local et régional, mais avec un gros effort interne. C'est vraiment un centre de formation maison. Alors, si je peux préciser aussi, Bien sûr. nous ne formons pas les techniciens et les ingénieurs pour les laisser partir. C'est au-delà d'un cursus de formation, c'est avant tout un parcours d'intégration qui se conclut par un CDI à l'issue. Et donc là, pour être très concret, là, cette année 2021, nous avons un plan de recrutement de 120 techniciens ingénieurs sur l'ensemble du territoire, et avec environ 30 à 40% qui sont plutôt sur la région sud. Donc sur ces 120 personnes, il y a déjà 50 à 60 personnes qui sont dans les cursus. Il y a déjà 50 à 60 alternants à l'heure où je vous parle. Donc ça constitue la moitié et il reste environ 50 à 60 personnes qui vont rentrer hors promo. Voilà, donc c'est avant tout une forte mobilisation par nos propres moyens pour notre propre développement. Donc, bien entendu qu'il y a du soutien et qu'il peut y avoir des aides, mais c'est pas la motivation principale. La motivation principale, c'est de soutenir notre développement avec des ressources et des compétences qui soient bien formées et surtout bien fiabilisées et bien fidélisées. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Alors, juste pour rebondir sur le sujet précédent de la Covid, très très peu d'impact pour ce qui nous concerne, parce que notre activité est très liée à la production d'électricité, et donc cette activité a été très soutenue en 2020 et se poursuit en 2021. Donc pas de perte de chiffre d'affaires, bien au contraire, puisqu'il a fallu se mobiliser pour être à l'attendu des besoins. Et donc là, sur les 1000 personnes que compose la société, à ce jour, il y a peut-être 4 à 5 personnes qui sont arrêtées pour cas positifs. Mais je profite aussi de l'antenne pour remercier nos donneurs d'ordre, EDF, Orano et CEA, parce qu'il y a énormément de moyens qui ont été mis pour sécuriser et protéger nos salariés. Et ça se retrouve immédiatement au niveau de ces résultats sanitaires, puisque 5 personnes sur 1000, c'est presque même surprenant. Ça signifie que ces personnes sont protégées, mais aussi qu'elles reçoivent des messages permanents et qu'elles sont très sensibles
je dirais, à l'application rigoureuse des gestes barrières. Très bien, merci Voilà beaucoup, ce que monsieur. je voulais rajouter. Merci beaucoup, Monsieur Gomez. On va peut-être terminer avec Cédric Oski sur des questions qui s'éloignent un petit peu de emploi, formation, encore que, mais qui rebouclent avec le site Tricastin qui focalise beaucoup d'attention, évidemment. On me pose la question, avec le réchauffement climatique, est-ce que EDF Tricastin pourrait avoir besoin des cheminées de l'ancienne usine Eurodif, qui sont normalement vouées à la destruction? Alors, est-ce qu'il faut les détruire? Est-ce qu'il faut les réutiliser? Alors, c'est une question qu'on me pose souvent. Non, Tricastin et les études d'évolution du climat aujourd'hui le démontrent. Tricastin n'a pas besoin pour fonctionner, donc les 4 tranches 900 MW n'ont pas besoin pour fonctionner d'aéroréfrigérants et donc pas besoin des ex-tours de Georges Besse 1 qui sont arrêtés depuis juin 2012. Nous avons une particularité sur Tricastin, c'est que nous sommes connectés sur le canal d'Onzère-Mondragon, qui est notre source froide. Et ce canal a un débit important et surtout, d'une part, un débit important, mais également un débit qui est réglable en amont de Tricastin, au niveau de Donzère, légèrement au nord du site. Et puis, nous avons aussi, avec la CNR et puis les barrages hydrauliques d'EDF, des conventions pour pouvoir, si besoin, réaliser des lâchers d'eau, donc des appoints d'eau, pour pouvoir respecter, si besoin, les températures requises. Donc, nous avons cette source froide qui est importante en débit, réglable, et qui fait que nous n'avons pas besoin, pour respecter notre arrêté de rejet, y compris lorsqu'on se projette dans l'avenir, de tours aéro-réfrigérantes sur le CNPE. Très bien. Je vais vous poser une dernière question. Je ne sais pas si elle va vous faire plaisir ou pas, mais vous allez me dire que c'est pas EDF qui décide. Vous allez me dire que c'est pas vous qui décidez. Mais je voudrais avoir votre sentiment personnel avec votre expérience. Est-ce que vous pensez que installer une paire de PR2 à Tricastin, ce serait une bonne idée? Alors, je m'attendais un peu à cette question, je vous l'avoue. J'entends oui. Je ne vais pas répondre directement à la question, vous vous doutez bien. Ce que je peux vous dire par rapport à ce qui se fait officiellement aujourd'hui, c'est que le groupe EDF, dans le cadre de la loi énergie-climat et de la demande gouvernementale, déposera en 2021, au deuxième semestre 2021, un dossier auprès du gouvernement proposant la construction de 3 paires de PR2 sur le site de Penly, de Gravelines pour les 2 premières paires, et une 3e paire sera proposée soit sur le site de Tricastin, soit sur le site de Bugey. Aujourd'hui, je ne peux pas aller plus loin dans ce que je vous dis pour une raison simple, c'est qu'il y a actuellement des analyses techniques, des études techniques sur les sites que je viens de citer pour pouvoir parfaire ce dossier. Et c'est bien sûr le gouvernement et donc le président de la République qui prendra sa décision dans le futur pour la construction, pour valider potentiellement la construction de 3 paires de PR2, donc sur trois des 4 sites dont j'ai parlé. Voilà, donc par contre, ces paires de PR2 s'inscrivent dans le renouvellement progressif et échelonné du nucléaire. Voilà, donc Tricastin est un des sites potentiels, un des sites candidats, bien sûr. Il faut savoir que dans le territoire, il y a également, au-delà des aspects techniques en cours d'analyse, un très fort soutien des élus locaux, régionaux. Anthony Selly en parlerait beaucoup mieux que moi. Soutien à la filière énergétique, la filière nucléaire et donc à l'implantation future potentielle de PR2 sur Tricastin. Il y a aussi un très fort soutien des populations, puisque 78% de nos riverains, dans un rayon de 50 km autour de Tricastin, soutiennent la filière nucléaire. Voilà, donc Tricastin est un site potentiel. Maintenant, je ne peux pas aller plus loin, parce que je n'ai pas plus d'informations. Bien sûr. Ah, on a perdu Monsieur Osgui sur cette dernière intervention et on comprend bien qu'il ne peut pas plus s'engager que ça, bien sûr, on comprend ces problématiques d'études. Mais on n'attendait pas une réponse définitive, évidemment, c'était juste un sentiment et puis pour aborder le sujet. Merci en tout cas à tous les 3 pour vos interventions, Cédric Osgui, Yann Hilcher et Jean-Noël Gomez.
Merci beaucoup de votre disponibilité, d'avoir pris le temps de répondre aux questions des personnes qui nous regardaient cet après-midi. C'est donc la fin de cette table ronde emploi, formation, innovation en territoire de Tricastin. C'est aussi la fin de cette convention SFEN en Tricastin. Prochain rendez-vous de la convention des territoires de la SFEN, c'est le dernier d'ailleurs de la semaine, d'une belle semaine, et c'est dans quelques minutes seulement à 16h avec la région Sud. J'ai été personnellement très heureux de vous accompagner sur cette convention et je vous souhaite à toutes et tous un excellent après-midi et un très bon week-end. Merci, à bientôt.